Alors, bonjour, bonsoir à tous et à toutes, chers amis, chers étudiants, chers professeurs, chers collègues, d'autres représentations diplomatiques ici à Alger. Merci pour votre intérêt et on est vraiment très contents, très ravis comme Institut culturel italien d'Alger de participer à la 4e édition de la recherche italienne dans le monde. Il s'agit d'une initiative du ministère des Affaires étrangères italien et de la coopération internationale et pour soutenir la recherche italienne dans le monde. La Farnesina, c'est-à-dire notre ministère des Affaires étrangères italien, promeut l'internationalisation de la recherche et de la diplomatie scientifique, outils fondamentaux pour le développement de la coopération entre l'Italie et le reste du monde. Notre ministère est engagé à promouvoir la projection internationale des universités, des entreprises technologiques et des chercheurs italiens, afin de favoriser la coopération scientifique, technologique et multilatérale, la coordination et l'intégration des initiatives nationales avec les initiatives européennes et mondiales. La recherche n'a pas de frontières et elle avance grâce à la collaboration parmi les différents pays. Les chercheurs sont en effet non seulement un patrimoine pour un pays et pour les pays dans lesquels ils travaillent, mais pour le monde entier. La recherche sur le Covid, donc sur la pandémie, et le développement des vaccins nous montrent donc l'importance de la science et de la recherche. De nombreux chercheurs italiens trouvent des opportunités de carrière dans des grandes infrastructures internationales. Par exemple, 2000 collaborent avec les CERN de Genève, qui est dirigé par notre compatriote Fabiola Gianotti. Et en mettant en place des accords intergouvernementaux avec des pays étrangers, plus de 1030 projets de recherche bilatéraux avec 16 pays différents ont été financés au cours des 5 dernières années. Donc, la recherche italienne réalise, par exemple, les 50% des modules pressurisés de la Station spatiale internationale, participe à la construction du plus grand radiotélescope au monde, Square Kilometer Array, contribue à la construction du plus grand télescope optique au monde, Extremely Large Telescope. Donc, dans l'aérospatiale, il y a 200 petites et moyennes entreprises. Comme vous savez, les tissus industriels italiens est formé surtout par de petites et moyennes entreprises. Donc il y a 200 PMI qui travaillent dans l'aérospatial, qui a 12 districts industriels et emploie 7000 travailleurs, avec un revenu de 2 milliards d'euros. Les budgets de l'agence spatiale italienne est de 800 millions d'euros. Je ne vais pas être trop long, mais quand même. Il faut. Peut-être en italien. Alors, souvent, les grands publics, je l'ai vu aussi en faisant mes visites officielles dans plusieurs universités algériennes, j'ai remarqué que le grand public à l'étranger associe l'Italie avec la culture, l'archéologie, les patrimoines, l'art, la musique. Tout cela est vrai, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas complet, car l'Italie
en Italie, il y a aussi des domaines scientifiques très développés, comme on a déjà dit, par exemple l'espace, l'astrophysique, qui est le thème de ce soir, l'agroalimentaire, l'environnement, l'économie durable, les technologies appliquées à la médecine et aux biens culturels, la technologie marine. Donc, dans les domaines dont je vous ai parlé, et moi, ce soir, j'ai choisi de vous proposer les thèmes de l'astrophysique. Et en fait, on a organisé cette initiative avec la collaboration de l'Institut national d'astrophysique, INAF en italien. Et donc, et grâce à eux, on a eu la collaboration de M. Massimo Cappi et aussi et grâce à la collaboration du monsieur Luca Valiziano, docteur Luca Valiziano, qui est chargé de la coopération multilatérale de INAF, étrangère de INAF. Et bon, il a écrit beaucoup d'articles scientifiques qui ont été publiés dans plusieurs revues internationales d'astrophysique. Donc, Massimo Cappi va nous parler des trous noirs. Pascal qui est en présence et les intervenants d'Italie et de France pour leur participation, leur disponibilité. Je répète, les dimanches soirs à 21h30, 22h. Donc, je vais laisser la parole à Luca Valiziano, docteur Luca Valiziano, représentant de l'Institut national d'astrophysique italien. La vidéo? Video, introduttivo. Ah, oui. Ah. Avec Dr Cappi, professeur Chardonnay et Dr Epinot. Quelques mots sur l'INAF. L'INAF, c'est une organisme thématique italienne qui rassemble la recherche en astrophysique en Italie, en collaboration avec des universités et des autres centres de recherche. Environ, il y a 1400 employés qui travaillent à l'INAF. Ils sont répartis dans 19 bureaux de travail à travers les pays, du nord au sud. Et INAF a en même temps également la gestion des 3 grandes antennes de radioastronomie, c'est-à-dire des radiotélescopes. Et les plus grands, c'est quelque chose comme 64 mètres de diamètre de l'antenne, c'est gigantesque. Et du télescope aux îles Canaries, en Espagne et aux États-Unis. Et même une forte participation dans les observatoires australes, c'est-à-dire les eaux, et dans la construction de cette géante télescope ELT. En même temps, on participe de ces grandes entreprises d'astrophysique dans le monde, qui sont les Square Kilometer Array et les Cherenkov Telescope Array. L'INAF est ouverte à collaboration avec des institutions académiques et des recherches en Algérie et dans le monde, et à travers les réseaux de contacts des réseaux diplomatiques italiens. Et je voudrais vous présenter une vidéo comme celle que vous avez vue sur les satellites. Mais je pense que j'aurai un problème. Je vous donne les liens pour la connexion même. Et à la fin de la présentation des autres relateurs, on peut les voir s'il est possible. Je vous remercie
pour l'attention et merci pour l'intérêt dans l'astrophysique italienne. Merci Luca. Et maintenant, donc, je donne la parole à Massimo Carpi. Voilà, tu es là? Oui. Je laisse la parole à Massimo Carpi. Oui, bonsoir. Alors, je vais essayer de condiviser donc, mon écran, si on y arrive. Alors, je crois qu'il faudrait que le host de la présentation me transfère le rond avec, dans le système en dessous de participants. Il faut transférer mouse le rond sur ma personne. Sous vidéoconférence, parce que sinon je ne vais pas pouvoir présenter ma présentation. Typique là, on arrive à voir. On arrive à voir son écran en fait. Et on arrive à voir son écran. Et quand il est sur Il faut considérer également que l'espace-temps se déforme sous la gravité. Tout ce qui est notre vision de l'espace et du temps change selon l'intensité de la gravité, la force de gravitation. Là où il y a une masse, plus la masse est grande et importante, plus l'espace-temps autour de cette masse se déforme. Okay? Ça a l'air très compliqué. Je vais vous donner quelques concepts, mais c'est la base, c'est ce qui est à la base de la relativité spéciale et générale, et c'est ce qui est à la base de la compréhension minimum de ce que peut être un trou noir. On avance. Notamment, il y a deux effets importants qui sont liés à la relativité, qui suivent simplement de ces notions de l'espace-temps et de vitesse limite de la vitesse de la lumière. Et le premier effet, qui semble incroyable, c'est que le temps se dilate. Il n'y a pas un temps absolu. Le temps se dilate selon la vitesse de la personne qui mesure le temps, et le temps se dilate selon l'intensité de la gravité où je mesure ce temps. Plus je vais rapide, plus je me déplace rapidement, ou plus je suis dans un champ gravitationnel intense, et plus mon temps ralentit. Là, vous voyez un graphe qui montre que si je mesure mon temps dans un espace qui se déplace, dans un système qui se déplace, dans un vaisseau spatial, ma montre ira plus lentement que celui qui est à l'arrêt, celui qui est sur Terre et qui ne se déplace pas à haute vitesse. Également, si je mesure le temps en haut d'une montagne, qui est donc loin du centre gravitationnel de la Terre, qui ressent moins de l'intensité de la gravitation de la Terre, le temps est plus rapide que si je mesure le temps sur la surface de la Terre, plus près du centre de la Terre. Vous direz, c'est des trucs théoriques, qui vous a dit ça, ça se voit jamais tous les jours, j'ai jamais vu ça, c'est du blabla, c'est une théorie et qui peut me démontrer que c'est vrai. En fait, c'est quelque chose qu'on mesure, c'est pas qu'une théorie, c'est une théorie qui est mesurée, qui est vérifiée depuis des années, des milliers de fois, des milliards de fois. Tout à l'heure, Antonia Grande, la directrice, mentionnait le CERN, l'accélérateur de particules qui est près de Genève. D'ailleurs, moi je suis grandi quelque part ici dans le Pays de Gex, qui est près du CERN, parce que mon père était physicien au CERN. Et en fait, ici dans le CERN, les physiciens accélèrent des particules
qui est mesuré depuis toujours, c'est que des particules qui normalement vivent une fraction de seconde, elles ont un temps de vie, chaque particule a un temps de vie à soi qui peut aller d'une fraction de seconde à des milliards d'années, ça dépend des particules, mais des particules qui normalement vivent une fraction de seconde, en les accélérant, en les faisant tourner très vite, leur temps de vie, leur moment, et donc elle dit la même particule en l'accélérant, en la faisant voyager dans l'accélérateur très vite, son temps propre ralentit. Il n'y a rien qui puisse stopper, bloquer la gravité. Donc toutes les choses s'accumulent par gravité jusqu'à ce que l'accumulation par gravité fait que ça se comprime, donc ça se chauffe et ça allume des réactions nucléaires dans le cœur de l'étoile. Et en fait, une étoile vit toutes des milliards d'années, ou des millions, des centaines de millions d'années, il y a des bombes nucléaires à son intérieur qui voudraient la faire imploser. Mais tôt ou tard, ces bombes nucléaires qui utilisent l'hydrogène et l'hélium dans le cœur de l'étoile n'ont plus d'hydrogène et d'hélium parce que c'est transformé en autre élément. Et en fait, il y a un mécanisme explosif qui fait exploser en supernova la partie externe des étoiles et la partie interne implose. La gravité, dans certains cas, quand l'étoile initiale est très grosse et très massive, a une masse supérieure de 10 à 100 masses comme le Soleil, elle se transforme, quand elle meurt, les régions internes se transforment en un trou noir. Donc, elle se transforme en une région qui n'a plus moyen, même en allumant des réactions nucléaires, ils ont des états hyper denses comme les étoiles à neutrons, mais la masse est trop élevée et donc l'implosion est vainqueur sur toute l'énergie qui peut éviter l'implosion. Et en fait, l'implosion ne s'arrête plus et se produit un trou noir. Le résultat final est la production d'un trou noir d'une masse jusqu'à 10 masses comme le Soleil. D'accord ? Et c'est ce qu'on appelle donc les trous noirs stellaires. L'autre famille grande de trous noirs qu'on connaît, ce sont les trous noirs supermassifs. Ceux-là, on ne sait pas vraiment comment ils naissent, comment ils se forment. Probablement, ils se forment quand se formaient les galaxies, les premières galaxies, il y a 10, 11, 12 milliards d'années. Et donc les premières étoiles également se formaient, et donc elles ont eu le temps de se transformer, de vivre leur vie, et de se transformer en trous noirs stellaires. Et toutes ces étoiles étaient très nombreuses dans le centre des galaxies, et tous ces trous noirs stellaires se sont fondus entre eux, se sont attirés entre eux, se sont fondus entre eux pour former des trous noirs plus grands. C'est ce qu'on appelle les trous noirs supermassifs. Aujourd'hui, si vous faites une photo du ciel, vous voyez que très près de nous, on a les étoiles de notre galaxie, mais dès que vous regardez un peu plus lointain, vous voyez d'autres galaxies. Et ça, c'est une photo où vous voyez les galaxies dans l'univers. Ce sont toutes des galaxies qui ressemblent plus ou moins à notre galaxie, la Voie lactée. Mais simplement, elles sont toutes petites dans le ciel parce qu'elles sont très loin. Et chacune de ces galaxies, on en compte 100 milliards dans l'univers, au moins 100 milliards. Chacune de ces galaxies, très probablement, a à son centre au moins un trou noir supermassif qui est formé d'une masse qui est une masse d'1 million jusqu'à 1 milliard de masses comme le Soleil, toutes comprimées, toutes dans une région, dans un trou de l'espace-temps, d'accord, et qu'on appelle le trou noir supermassif. Avec des jumelles, vous voyez une belle nuit d'été, et j'imagine à Alger, vous en avez de bien plus belles qu'ici en Italie. Vous avez la Voie lactée, la nuit, que vous voyez la voie justement lactée
que les anciens pensaient que c'était du lait, mais en fait, c'est toutes des étoiles qui forment notre galaxie. Parce que notre galaxie, c'est un disque, c'est comme un disque, et donc si vous regardez le long du disque, vous voyez une voie. Et lactée, en optique. En rayon X, ce que vous verrez, avec des détecteurs en rayon X, nous on utilise les satellites, c'est pour ça l'importance de l'astrophysique spatiale, c'est parce que nous on utilise des détecteurs qu'on doit mettre sur les satellites, parce que sur la Terre, on ne verrait rien du tout, parce qu'il y a l'atmosphère, heureusement qu'il y a l'atmosphère qui nous protège des rayons X et des rayons gamma qui proviennent de l'espace et du Soleil notamment, mais pour faire de l'astrophysique en rayons X et rayons gamma, il faut sortir de l'atmosphère. Il faut mettre des détecteurs de rayons X et rayons gamma sur des satellites et les lancer en dehors de l'atmosphère. Et en faisant ça, vous voyez l'image de la Voie lactée, c'est celle-ci. Chacun de ces points-là, vous direz, qu'est-ce que c'est ces points en rayons X, ces points? Ben, c'est quasiment tous des trous noirs. Trous noirs ou étoiles à neutrons. C'est des étoiles à neutrons où la matière tombe dessus, tombe dedans. C'est des étoiles typiquement binaires. Il y a une étoile normale qui est mangée par son compagnon, qui est une étoile qui a fini son évolution et qui mange sa compagne, donc la matière, et la matière en tombant dessus s'illumine, et s'illumine principalement en rayon X. Non, moi non plus en fait. Je crois. Alors vous voyez là, alors on est parti, le centre, c'était le centre de notre galaxie, et on zoome, c'est des instruments chaque fois plus sensibles, et qui zooment et qui ont une sensibilité, une précision majeure à chaque fois, et ils arrivent à mesurer les étoiles dans le centre de notre galaxie, et vous voyez ces étoiles qui bougent rapidement le long de l'année. Jusqu'à un instant, c'était les observations réelles. Maintenant, ça c'est la reconstruction des déplacements des étoiles sur la base des observations. Et vous voyez que toutes les orbites des étoiles tournent autour de ce point, qui est le trou noir. Bon, c'est pas important là, mais c'est une musique de fond. Alors ça, c'était le ciel. Toutes les étoiles proches, sauf celle-ci qui est une galaxie lointaine. Et on zoome dans cette galaxie. Et attendez, j'interromps et vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe dans le centre de cette galaxie, un jet de matière, quelque chose. Bon, j'ai pas le temps d'expliquer, mais parce que ces trous noirs, ils ont des phénomènes explosifs en fait, et ils accélèrent la matière également. C'est toutes des observations réelles, ça. Et vous voyez, on se rapproche du cœur, du centre de cette galaxie. Et en rayon millimétrique, non pas en rayon X, probablement si on pouvait avoir la technologie en rayon X, on verrait quelque chose d'assez similaire. On arrive à le voir étonnamment d'ailleurs, c'était pas si clair que ça qu'on puisse se faire en rayon millimétrique, c'est-à-dire en ondes radio, et on arrive à voir le centre, vous voyez, de ce trou noir supermassif. Ça, c'est de la matière qui est en train de tomber dans le trou noir. C'est typiquement de la matière, très probablement autour, là, il y a de la matière qui émet beaucoup en rayon X également. On n'a pas les instruments pour voir avec cette précision en rayon X, mais en rayon millimétrique, ils ont pu faire, des collègues de EHT, Event Horizon Telescope, ils ont pu faire cette image qui est révolutionnaire, parce que c'est une vraie image, c'est pas reconstruit, c'est pas inventé, c'est pas dessiné, c'est une vraie image de la réalité comme on pourrait faire avec un appareil photo, et ça montre la matière qui tourne autour du trou noir. Ici, les dimensions sont très proches du rayon dont je vous parlais, le rayon, l'horizon des événements, Horizon, Event Horizon. D'ailleurs, le team s'appelle, enfin, l'instrument s'appelle Event Horizon Telescope.
Et donc, voilà, ça c'est l'évidence, donc la preuve, enfin l'évidence directe de l'existence de ces trous noirs supermassifs. Le dernier film, 30 secondes, c'est pour vous faire voir également, je ne sais pas combien de vous ont vu le film Interstellar, et un très bon film point de vue scientifique parce que ça montre les effets relativistes. Il parle de relativité du temps, relativité de l'espace-temps près d'un trou noir, et notamment il l'appelle Gargantua, le trou noir dans Interstellar, basé sur les simulations. Et ça, c'est l'image que aurait. Et si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai fini. Est-ce qu'il y a des questions? Je sais que vous êtes moi, je suis aussi. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi. Une petite question. À quelle époque? À quelle période? Bonsoir. C'est une toute petite question, peut-être que ça m'a échappé, peut-être qu'il y a eu la réponse dans le visionnage qu'on vient de voir. À quelle époque ou à quelle période on a pu découvrir qu'il existait ce genre de trou noir dans l'univers? Vous m'avez entendu? Massimo, hai sentito? Alors, j'ai pas bien entendu. À quelle période ou en quelle année où on a pu découvrir l'existence de ce trou noir, de ces trous noirs, en fait? Les clés de l'univers, Passeggiando tra le stelle. Le sous-titre a deux significations. Vous le verrez, il y a une signification, comment dire, immédiate, mais il y a une signification plus profonde. C'est les étoiles, les personnes qu'on a rencontrées, qui sont très intéressantes en recherche. Alors, nous sommes le 18 avril, je ne pouvais pas ne pas commencer cette présentation sans se rappeler qu'il y a 66 ans décédait Albert Einstein. Et quelques mois avant qu'il ne décède, il a eu cette phrase magnifique à son ami Michele Besso, qui est là sur cette photo. Il m'a devancé de peu en quittant ce monde étrange. Cela ne signifie rien. Pour nous, physiciens dans l'âme, la séparation entre passé, présent, futur ne garde que la valeur d'une illusion, si tenace soit-elle. Je trouve que cette phrase résume admirablement bien le fait qu'il n'y a plus de présent. Après la relativité restreinte et générale d'Albert Einstein, le concept du temps va complètement changer. Alors là, je n'arrive pas à avancer. C'est comme ça, non? Ah, c'est ici. Juste en touchant sur la flèche, peut-être? Ici, hein. Voilà. Je saute du décès le 18 avril au 14 mars 1879, sa naissance. Pour ses 70 ans, un de ses amis, qui est sur cette photo, Kurt Gödel, là c'est une photo à Princeton, pour son 70e anniversaire, ce physicien, ce mathématicien exactement, lui a fait un joli cadeau. Il lui a offert une solution exacte des théories de la relativité générale. Et que dit cette solution? Cette solution, c'est un modèle d'univers dans lequel les flux de temps, c'est-à-dire on peut remonter dans le passé. Par exemple, au temps des dinosaures. Évidemment, ce n'est pas l'univers dans lequel on vit, mais tout ça pour vous dire que ces équations peuvent avoir des solutions très spécifiques, et ça nous montre le concept de temps. Einstein disait on ne connaît pas la réalité, on a une connaissance de la réalité à travers la description qu'en fait la physique. C'est très important d'avoir ça présent à l'esprit, d'autant qu'une autre théorie que vous connaissez certainement, c'est la mécanique quantique, qui est encore plus étrange, même si la relativité générale a bousculé notre conception du temps, comme je vous le dis ici. La conception habituelle, c'était un temps commun à tout le monde, extérieur à l'univers, extérieur à la matière.
Einstein va nous dire différemment, non, le passage du temps est une illusion. Le paradoxe des jumeaux, si à l'instant Antoine apprenait une fusée, s'en allait à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, il passerait 5 minutes dans son temps, il reviendrait ici, il se serait écoulé 10 millions d'années. C'est ça, la relativité. La masse dit à l'espace-temps comment se courber, et l'espace-temps dit à la masse comment se déplacer. Ces équations sont très compliquées, en fait c'est des équations qui sont non linéaires, et ils résument parfaitement en fait ce qui se passe. Je vous cite dans cette année de Dante également quelque chose de très important, c'est l'aspect évidemment poétique. J'ai commencé mon propos sur la science comme créativité. Il y a bien évidemment la créativité poétique. Pendant longtemps, c'est l'image qu'on avait de l'univers. On ne savait pas ce que c'était effectivement, au temps de Dante, la gravitation. Et comme l'a dit Massimo, le trou noir en relativité générale, c'est pas fait de matière ordinaire. Ça n'a rien à voir avec la matière. John Wheeler utilise un terme très intéressant, c'est de la masse désincarnée. Vous pouvez avoir une étoile de coton, une étoile de fer, une étoile de petit pois, une étoile de ce que vous voulez, elles seront différentes par la constitution. La masse, quand elle passe à travers ce trou noir, elle est complètement déstructurée. Il n'y a plus de structure, il n'y a que la masse qui compte. Donc c'est une déformation au sens de la relativité générale, de l'espace-temps. Et ça, c'est une image que je trouve très jolie, effectivement. On a la chance actuellement d'avoir des représentations par les satellites, donc des images qui correspondent à ce qu'on observe. Ça, c'est une image artistique, mais qui représente la réalité. Pourquoi? Parce que ces couleurs représentent la distorsion des fréquences près du trou noir. Alors, je ne peux pas ne pas parler de tout ça, puisqu'en fait, on parle de grammaire, on parle d'effectivement comment fonctionne l'univers, sans parler d'un physicien qui est assez peu connu, mais qui est un très très grand physicien, qui est Alexander Friedman. Et il y a une équation qui porte son nom, c'est le Big Bang avant l'observation par Hubble. Et Friedman, en 1922, il a écrit un article, il a envoyé Einstein. Einstein a mis un peu de temps pour répondre en disant qu'il ne pensait pas que c'était juste. Puis après, Friedman lui a dit non, c'est pas... Einstein, grosso modo, lui disait tu as oublié ça, mais Friedman lui a dit non, dans ce cas, on ne doit pas en tenir compte. Et après, Einstein a reconnu effectivement le travail de Friedman. C'est remarquable. Ça, c'est des paroles que je trouve extrêmement belles. Je les ai trouvées il y a 2 jours en préparant la conférence dans un livre que j'ai ici sur Alexander Friedman. C'est son épouse qui dit ça. Toujours prêt à apprendre de tous ceux qui en savaient plus que lui, se rendit compte que son travail était fait de nouvelles épreuves, difficiles, inexplorées, par personne, et il aimait citer les mots de Dante, l'acqua, c'est dans le paradis en fait, hein, c'est Dante et Béatrice, l'acqua che io prendo giammai non si corse. C'est, en fait, il va sur des rivages, dans des endroits que personne n'a jamais explorés. Et effectivement, Friedman a été le premier à trouver cette équation de l'univers. C'est quelque chose de remarquable. Et en 1924, il a publié un livre en russe qui n'a pas été traduit à cette époque. C'est l'univers comme espace. En 1924, il pensait mesurer la courbure de l'univers, ce qu'on fera beaucoup plus tard. Donc il est mort malheureusement très jeune, puisqu'il est mort du typhus en 1925, il n'avait même pas 40 ans, mais c'était vraiment un très très grand physicien. Dans la lumière, alors on peut comprendre quel message nous envoient les étoiles, quel message nous envoient les autres objets de l'univers. Pour mesurer des vitesses, par exemple, ici par les spectres, ou pour mesurer des températures. En regardant la lumière des étoiles, si c'est rouge, ça sera plutôt froid, si c'est bleu, ça sera chaud, et on saura mesurer la température comme un thermomètre. Donc notre soleil, qui symbolise effectivement cette sérénité, mais qui est aussi le feu nucléaire, c'est une boule de gaz. Alors c'est une boule de gaz, c'est une boule de gaz à l'intérieur, une quinzaine de millions de degrés Celsius, Kelvin si vous voulez, à l'extérieur, la surface 6000 degrés. Donc, la densité dans le cœur, c'est 200 grammes par centimètre cube. On pourrait dire une boule de gaz, 200 grammes par centimètre cube, mais un morceau de roche, c'est 7 grammes par centimètre cube. Alors, oui, c'est du gaz, parce qu'en fait, il est complètement épluché. C'est-à-dire, les noyaux n'ont plus d'électrons. Donc, en fait, on peut avoir un gaz à haute densité. Donc, en fait,
fait, on applique les lois de l'hydrodynamique, simplement. Alors ici, c'est quelques chiffres pour fixer un peu l'ordre de grandeur, mais ça, je pense que vous les avez. Mais sur la masse, le rayon, le Soleil est très grand, mais c'est sur la puissance où c'est intéressant. C'est qu'on voit qu'effectivement, aux confins du système solaire, on n'aura plus qu'1 watt par mètre carré. Près de la première étoile, on va tomber à 20 milliardièmes de watts, c'est-à-dire notre Soleil, c'est une petite étoile au milieu d'un océan d'étoiles. Mais cette petite étoile, elle est essentielle, elle nous permet de comprendre comment fonctionnent les étoiles. Et là, sur ce cliché, qui est une reconstitution d'une expérience japonaise Kamiokande, on voit battre le cœur du Soleil. Évidemment, on ne peut pas voir les réactions dans le cœur du Soleil, puisqu'elles sont, c'est opaque, mais on voit son cœur, le cœur bat bien, et ça a été quelque chose de remarquable. L'étude des neutrinos solaires, ça a été une grande conquête, de ces dernières années. Alors, juste un peu, puisque j'ai parlé de Passeggiano tra le stelle, il y a des gens dont j'ai cité qui sont très, très intéressants, mais il y a aussi cette phrase que je trouve très bien, début des années 20, de Francis Aston, qui a mesuré la différence de masse dans les noyaux, et qui voit qu'au niveau atomique, c'est des choses très faibles, mais quand on ramène ça à la taille d'une étoile, c'est énorme. Donc il dit, mais un verre d'eau contiendrait assez d'énergie pour emporter le Queen Mary de l'autre côté de l'Atlantique dans les années 20. On n'avait pas encore l'énergie nucléaire, tout ça, mais on a compris la puissance qu'il y avait, ce concentré d'énergie. Ça, cette phrase résume bien ce qui se passe. Donc, si vous voulez, le Soleil, effectivement, dans ce cœur en fusion, va brûler une quantité colossale de tonnes d'hydrogène en hélium, et c'est cette différence de masse, E égale mc2, qu'on voit souvent, qui va être convertie en énergie, 400 milliards de mégawatts. Donc, c'est la fournaise stellaire, et l'énergie qui est libérée va contrebalancer la force de gravitation. Parce que la force de gravitation, c'est elle qui va donner naissance aux étoiles. En comprimant un gaz, on le réchauffe. Donc quand on arrive à une température suffisamment élevée de plusieurs dizaines de millions de degrés, alors on peut rapprocher des particules qui ne voudraient pas être ensemble. Je parle des protons. On va fusionner, faire de la fusion thermonucléaire à haute température. Ce qu'on essaye de faire sur Terre avec le réacteur ITER, mais qu'on a beaucoup de mal. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est la force de gravitation qui comprime, qui maintient tout ensemble. En haut, vous avez Jakub Zeldovich. Zeldovich avait une idée, c'était de faire exploser une bombe atomique sur la face cachée de la Lune. Les Américains se sont dit, oulala, on lance des satellites pour voir s'il y a des explosions nucléaires. Et au lieu d'observer des explosions nucléaires, ils ont observé ces flashs en vrai. Entre 67 et 73, beaucoup de flashs, beaucoup. Mais ils savaient que ça ne venait pas du système solaire. Mais ils ont gardé ça secret. En 73, ils ont donné ça aux astrophysiciens et ça donnait le nom de ces sursauts gamma. C'est-à-dire c'est des flashs de rayonnement gamma extrêmement intenses. Au moment où l'étoile explose, elle est aussi lumineuse que toutes les étoiles de toutes les galaxies de l'univers. Donc imaginez ça. Ça veut dire que ces objets, on peut les voir aux confins de l'univers. Donc j'ai eu la chance de travailler à Rome avec mon collègue Remo Ruffini qui m'a introduit dans son groupe, et ensuite j'ai travaillé avec d'autres collègues en Russie. Ça, c'est, puisqu'on parle de collègues italiens, c'est Filippo Frontera, qui est de Bologne, là c'était à Ferrare, dans son bureau, et il a été responsable d'un satellite qui a pu mesurer la distance de ces sursauts gamma, montrer qu'ils étaient cosmologiques, à très grande distance, et derrière, vous voyez, il y a c'est une représentation artistique d'un sursaut gamma avec les galaxies. Donc vous voyez la boule de feu qui est beaucoup plus lumineuse que n'importe quelle galaxie. Grosso modo, donc nous on a relié ces sursauts gamma aux premières étoiles de l'univers, qui sont des étoiles avec des cœurs de température de milliards de degrés. Donc la lumière devient matière, et c'est des étoiles de 200-300 masses solaires. Ça c'est mon collègue au Keldysh Institute of Applied Mathematics, dans le bureau effectivement de Keldysh. Ça c'est mes étudiants en Russie avec d'autres collègues, et ça c'est sur quoi on travaille. Et je vais clôturer, donc effectivement les étoiles, c'est un océan d'étoiles, c'est les briques fondamentales en fait. Hein. Mais gardons les pieds sur terre, même si on a la tête dans les étoiles.
Hein, et donc je vous remercie de votre attention. On a très peu de temps parce qu'il y a le couvre-feu, donc je laisse la parole à Dr Alessandro Retino, s'il vous plaît. Oui, donc bonsoir tout le monde. Je vais essayer d'être très bref. Alors, je partage d'abord mon écran. Moi je suis Alessandro Retino, je suis chargé de recherche CNRS à le laboratoire de physique des plasma à l'école polytechnique à Paris, en région Île-de-France. Et je vous parlerai aujourd'hui d'un peu de plasma astrophysique. Donc on a entendu parler pas mal des objets loin de nous, des trous noirs, des étoiles. Là je vous parle du système solaire. Mais je pense qu'on a une connexion entre le loin et le proche qui se fait autour, en fait, du plasma. Alors, en fait, la première question est simple, hein, c'est quoi c'est qu'un plasma? Donc, on connaît les trois états de la matière, qui est le solide, le liquide et le gaz. Peut-être on connaît un peu moins le quatrième état de la matière, que c'est en fait le plasma, parce que sur la Terre, il n'y a pas beaucoup. Et en fait, c'est un état qu'on appelle le quatrième état de la matière, qui en fait, on obtient, si vous considérez un gaz et vous le chauffez beaucoup, vous arrivez à séparer dans les atomes les électrons par lésion. Et du coup, vous créez en fait un gaz de particules chargées, des ions et d'électrons, qui se comportent, sont gouvernés, on peut dire, par les champs électriques et magnétiques. Donc là, par exemple, vous avez un champ électrique qui pointe dans la direction, un champ magnétique qui sort du plan de descente, et des protons qui font des spirales autour du champ électrique et magnétique, et des électrons qui le font dans le sens inverse, parce qu'ils ont son champ négatif, et avec un rayon plus petit parce qu'ils ont une masse plus petite. Donc, on peut dire qu'un plasma, c'est un gaz de particules chargées gouverné par les champs électriques et magnétiques. Excusez-moi. Ensuite, on peut se poser la question, ok, maintenant qu'on sait c'est quoi un plasma, en fait, c'est quelque chose qui nous concerne. Il s'avère que pratiquement la quasi-totalité de la matière visible qu'on a dans l'univers, c'est en fait un état de plasma. Ici, vous avez un graphe qui vous montre dans l'axe vertical la température et dans l'axe horizontal la densité des particules chargées, donc le nombre de particules chargées par volume, et différents types de plasma qu'on rencontre sur la Terre, mais principalement dans l'espace.